Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette vidéo YouTube. Alors ici nous allons corriger un sujet de mathématiques de la session de janvier 2023 pour l'université Paris-Panthéon-Assas. Il s'agit donc d'un sujet de première année. Alors dans ce sujet il y aura 4 exercices. Un exercice où est-ce qu'il faudra simplement déterminer quelques limites, un exercice où est-ce qu'on va faire l'étude d'une fonction, un exercice sur les études des extrémas, puis quelques questions de cours. Rien de bien méchant si on s'y prend de la bonne façon. Commençons par le premier exercice. Alors le premier exercice, c'est vraiment uniquement des études de suite, et il faut juste avoir les petites astuces de temps en temps, et si on les a, généralement, tout se passe bien. Alors, la première suite est la suivante. Nous avons donc pour le 1.1, pour tout n supérieur ou égal à 0, donc pour tout n qui appartient à l'ensemble des entiers naturels, un est défini comme suit. Alors un c'est 2n au carré plus 1 divisé par 3n au carré plus 5. Il faut tout simplement déterminer la limite de cette suite. Alors ici, en réalité, il faut que ce soit assez instinctif, j'ai envie de dire. Quand vous avez quelque chose qui ressemble à un polynôme, imaginons que vous ayez la forme, je sais pas, par exemple, a0 fois x puissance n, on va mettre a1 plutôt, a1 fois x puissance n plus a2 fois x puissance n-1 plus blablabla. Puis plus, on va mettre an fois x. Bon, il faut bien le a de n plus 1. N plus 1 fois x puissance 0. Donc là, c'est x puissance 1, d'accord. Et qu'ensuite, de la même façon, vous avez pas a1, vous avez b1 fois x puissance n plus b2 fois x puissance n-1 plus blablabla. Plus, on va prendre directement b de n plus 1. b de n plus 1 fois x puissance 0. Imaginons que ça c'est f de x, ça c'est g de x. En réalité, quand vous allez passer les limites en l'infini, la limite quand x va tendre vers l'infini, vers plus ou moins l'infini en réalité, hein, ça ne change rien, c'est tout le temps en fait le plus grand degré qui va gagner. Donc en fait, la limite de f de x sur g de x, ce n'est plus la limite de tout ça, enfin vous pouvez le considérer autrement, ce sera en fait uniquement la limite du plus grand degré sur en fait, la limite des deux plus grands degrés, quoi. Donc ici on a b1 fois x puissance n sur b1 fois x puissance n. Donc ici ça va se simplifier, visiblement puisqu'on a du puissance n. Si nous n'avions pas de puissance n, on aurait pu avoir par exemple du puissance p, mettre du puissance p sera plus simple. Alors, ici on va regarder quelque chose. Donc, si n est strictement supérieur à p, donc en gros, nous aurons par exemple du a1 fois x puissance n-p sur b1. Si n-p, donc puisque p et n est strictement supérieur à p, alors naturellement n-p est strictement supérieur à 0. Et donc on a par exemple de la forme, je sais pas, on va dire un x au carré. Bah ça, vous connaissez bien les limites, ce sera du plus l'infini en plus l'infini, en moins l'infini ce sera également plus l'infini, etc., etc. Mais bon, peut-être que là je me dis que ça fait peut-être un petit peu compliqué. Ce qu'il faut retenir, ce qu'il faut globalement retenir, c'est que vous prenez uniquement les plus grands degrés et vous gardez leurs coefficients pour étudier leurs limites. Et c'est quelque chose de très logique comme résultat, tout simplement parce qu'en fait vous allez voir qu'on peut le simplifier en fait. Si on désire factoriser, si on décide d'écrire u de n d'une autre façon, comment pouvons-nous écrire u de n en réalité? U de n, on peut le factoriser par n au carré. On va factoriser en haut par le plus grand degré, donc ça fait n au carré, facteur de quoi? C'est facteur de 2 plus 1, mais ça va être 1 sur quelque chose. Quand on désire développer n au carré facteur de 2 plus quelque chose, et qu'on veut obtenir 2n au carré plus 1, en réalité il faut obtenir 1 ici.
Donc en réalité, il faut mettre du 1 sur n carré. Pourquoi? Parce que quand on met du 1 sur n carré, en développant, avec la distributivité, nous avons bien 2 fois n carré, plus, et là on aura n carré, donc plus n carré fois 1 sur n carré. Mais c'est quoi n carré fois 1 sur n carré? C'est en fait simplement, ce sera donc 2n au carré, plus n au carré sur n carré. Le numérateur et le dénominateur sont égaux, ce qui fait bien quelque chose qui vaut 1. Donc ici nous avons bien 2n carré plus n carré sur n carré est égal à 1. Enfin, est égal à 2n carré plus 1. Quand je veux dire est égal à 1, c'est plutôt uniquement cette fraction-là qui vaut 1, bien entendu. Très bien, très bien. Et bien ici, en fait, on va pouvoir donc simplifier par plus 1 sur n carré. Divisé par quoi? Bon, en réalité, en bas, c'est exactement la même chose. Ce sera donc, on va factoriser par n au carré. C'est n au carré, facteur de quoi? Facteur de 3. Ça fait 3n carré plus 5 sur n carré. Car quand on développe, on aura bien encore une fois 3n carré plus 5n carré fois n carré. Le numérateur et le dénominateur vont s'annuler, on aura bien plus 5. Très bien. Et bah regardez ici on a quoi? On a du n carré en facteur. Donc on peut tout simplement le supprimer puisque c'est un facteur commun. Donc en réalité, u de n ça peut se réécrire 2 plus 1 sur n carré divisé par 3 plus 5 sur n carré. Alors imaginons que nous n'avions pas de... Imaginons que nous avions n carré à 2n carré plus 1 divisé par 3n carré plus 5. Attention, vous n'alliez pas factoriser par n carré au dénominateur. En fait, à chaque, au numérateur et au dénominateur, quand vous avez quelque chose de polynomial, comme cela, qui ressemble en tout cas à quelque chose de polynomial, vous allez tout simplement factoriser par le plus haut degré. Donc si le plus haut degré c'était 1, vous aurez simplement factorisé par n. Si c'était n au cube, vous aurez factorisé par n au cube. Et donc là, au lieu d'avoir du n carré par exemple et que c'était du n au cube ici, donc si par exemple nous avions du n au cube, bah vous n'aurez pas eu les n carrés qui simplifient. Enfin le n carré ici se serait simplifié, le n carré au numérateur aurait disparu, et il aurait quand même resté du n au numérateur, au dénominateur, pardon. Donc voilà, c'est juste important de bien comprendre cela. Donc voici comment nous pouvons réécrire u de n. Mais maintenant ça c'est une limite que nous savons calculer très facilement. Pourquoi au départ nous ne pouvions pas calculer la limite? Nous ne pouvions pas calculer la limite au départ parce qu'en plus l'infini, en fait 2n carré plus 1 ça tend vers plus l'infini, et 3n carré plus 5 ça tend également vers plus l'infini. Donc du plus l'infini fois plus l'infini. Il n'y a pas besoin de faire une règle de l'hôpital ici, on peut très bien s'en sortir sans. Et visiblement c'est ce que nous avons fait par la factorisation, ou bien tout simplement vous remarquez que vous prenez les plus hauts degrés. C'est vraiment les plus hauts degrés qui vont compter. Donc, ici, qu'avons-nous? Du coup, en fait, la limite de u de n, quand n tend vers plus l'infini, c'est tout simplement la limite, quand n tend vers plus l'infini, de quoi? De 2 plus 1 sur n carré, divisé par 3 plus 5 sur n carré. Mais en réalité, ça, vous le connaissez bien. Pourquoi? Car c'est quoi en réalité si on l'écrit juste en bas? La limite quand n tend vers plus l'infini de 1 sur n carré. Bah en réalité ça fait 1 sur quelque chose de très grand. Prenez 1 divisé par 1 milliard. Ça fait un nombre très petit en réalité. Ça fait quelque chose de vraiment très petit. Bah vous aurez du 10 puissance moins 9. Donc c'est très petit. Mais imaginez qu'on a plus qu'un milliard, puisque là c'est un infini. On aura encore quelque chose d'encore plus petit. Et bien en réalité ça tend tout simplement vers 0. 1 sur quelque chose de très grand, ou bien une constante de façon générale sur quelque chose de très grand, ça tendra toujours vers 0. Et donc, si vous avez compris ce raisonnement-là, c'est quoi la limite quand n tend vers plus l'infini de 5 sur n carré? Eh bien en réalité, la limite quand n tend vers plus l'infini de 5 sur n carré, c'est exactement pareil. C'est une constante sur quelque chose de très grand, et du coup ça va tendre vers quoi? Ça va tout simplement tendre vers 0.
Du coup, ici, la limite, en fait, ça fait quoi? Ça fait donc la limite de 2, 2 n'est pas, 2 n'est pas, ne dépend pas de n, donc ça va toujours rester 2. Donc, ce sera 2 plus la limite de 1 sur n carré, quand n tend vers plus infini, on a vu que ceci valait 0, divisé par 3 plus la limite de 5 sur n carré, quand n tend vers plus infini, et nous avons également vu que cela tendait également vers 0. Donc à la fin, ça nous fait tout simplement 2 tiers. Voilà, c'est aussi simple que ça. En tout cas, j'espère que nous avons réussi à simplifier le problème. Pour être bien sûr, on va se refaire juste quelque chose parce que, à vue d'œil, il faudra reconnaître la limite. Si on se dit la limite quand n tend vers plus l'infini de 5n puissance 4 plus 3n au cube divisé par 6n puissance 5 plus 2n carré. Et bien ici, en réalité, ceci se rapporte à quoi? Ça se rapporte uniquement à étudier la limite du ratio des deux plus grands facteurs. Donc, enfin, des deux plus grands degrés, pardon. Donc en réalité, ce serait quoi? Ce serait donc la limite, si on simplifie, c'est la limite quand n tend vers plus l'infini de 5n à la puissance 4 divisé par 6n à la puissance 5. Et ceci se simplifie. En fait, 5n puissance 4 divisé par n puissance 5, c'est par 6n puissance 5, pardon, c'est 5 sur 6 puissance n, enfin, 5 sur 6 fois n, pardon, désolé, excusez-moi. Donc ici c'est plus l'infini, donc pourquoi ça? Parce qu'en fait, n puissance 4, 6, c'est comme si on dit que c'est 5 fois, c'est 6 fois 6n fois n à la puissance 4. Donc là on a bien un facteur qui arrive, facteur n puissance 4. Et donc nous avons quoi? Nous avons 5 sur 6 fois n. Donc la limite, ici, quand n tend vers plus l'infini, de 5 sur 6 fois n, bah c'est tout simplement, en fait, en bas, ça va, au numérateur, ça dépend de rien, donc ça restera 5, et au dénominateur, c'est 6 fois n, donc ça va tendre vers plus l'infini, ça, le dénominateur, mais donc on a le numérateur, donc quelque chose divisé par un infini, donc quelque chose divisé par quelque chose de très 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 grand. Une constante divisée par quelque chose de très 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 grand. Et bien c'est pareil que le cas que nous avions juste avant, ça va tout simplement tendre vers 0. Donc déjà, vous savez bien que si au numérateur, le degré est plus petit que celui du dénominateur, et que la limite est en plus l'infini, et bien là, ça va tendre vers 0. Si la limite est en plus l'infini et que le degré du numérateur est supérieur au degré du dénominateur, ça tendra vers plus l'infini. S'ils sont égaux, en fait, si les degrés le plus haut degré au numérateur et le plus haut degré du dénominateur sont égaux, en fait, la limite va tendre vers le ratio des coefficients qui sont devant le dénominateur. Si ici nous avions eu du... Bon, on va laisser ça comme ça. Si nous avions eu la limite, par exemple, quand n tend vers plus l'infini de 3x au carré, de 3x au carré, on va pas prendre 3x au carré, on a déjà fait ça, 7x puissance 7 plus 6 divisé par 5x puissance 7 plus x à la puissance 5, et donc on va faire avec du x ici, pas du n. Ceci va tendre vers quoi? Bah encore une fois, on prend les plus hauts degrés. Donc ça va dépendre en fait des plus hauts degrés. Donc on va prendre juste les plus hauts degrés. Donc c'est comme si on disait que c'était la limite quand x tend vers plus l'infini de quoi? De 7x puissance 7 divisé par 5x puissance 7. Et donc là, puisqu'ils sont égaux, regardez, ça se simplifie. En fait, c'est la limite quand x tend vers plus l'infini de quoi? De 7 sur 5. Mais 7 sur 5, c'est une constante. Donc en réalité, la limite de d'une constante, c'est la constante elle-même. Ça ne change rien. Donc ça va tendre vers 7 cinquièmes. Donc quand les plus hauts degrés sont égaux, la limite va tendre vers le ratio des coefficients qu'il y a devant chacun des plus hauts degrés. C'est aussi simple que cela. Et bien bon, c'était une petite aparté uniquement pour vous montrer cette astuce-là qu'il faut bien maîtriser, comme ça en fait vous voyez à vue d'œil. Donc là, naturellement, quand vous voyez la limite, ici la prochaine fois vous direz ah, on regarde les degrés, quel est le plus haut degré? C'est du puissance 2 en bas, enfin c'est du degré 2 en bas et du degré 2 en haut. Quels sont les coefficients? En haut c'est du 2, en bas c'est du 3. Donc les coefficients, enfin la limite va tendre vers 2 tiers. Tout simplement. Très
Très bien. Et bien maintenant, nous allons pouvoir passer au 1.2. Alors le 1.2, c'est donc pour tout n supérieur ou égal à 1. Donc c'est pour tout n appartenant à n étoiles. Alors Vn, c'est n facteur de 1 plus racine de 1 plus 1 sur n moins 1. Bon, ceci est une limite assez connue. C'est une limite tout de même assez connue. Et donc, qu'allons-nous faire? Ici, il y a en fait tout simplement deux moyens possibles. En tout cas, deux moyens assez évidents. Il y a un moyen qui est beaucoup plus rapide que l'autre, et il y a un moyen qui est un petit peu plus long, mais qui fonctionne bien, qui fonctionne tout de même assez bien. Je vais vous montrer les deux méthodes. Alors la méthode 1, ce sera la méthode du conjugué. Donc, méthode du conjugué. En fait, on va multiplier par la quantité conjuguée. Pourquoi cela? Pour faire en fait apparaître une identité remarquable. Donc, qu'avons-nous? Euh, Ici, on ne va pas calculer directement la limite, on va juste simplifier par la méthode du conjugué. Nous avons donc n facteur de 1 plus 1 sur n moins 1. Actuellement, en fait, il faut comprendre déjà pourquoi est-ce qu'on ne peut pas calculer les limites directement. Parce que les limites, quand n va tendre vers plus l'infini, en fait, ça va faire quoi? C'est n va tendre vers plus l'infini. Racine de 1 plus 1 sur n, ça va tendre vers racine de 1. Parce que 1 sur n va tendre vers 0. Ce qui fait donc 1 moins 1. Et là, ça peut nous poser un petit peu problème, parce que ça va donc faire 0. Et on a donc une forme plus l'infini fois 0. Donc plus l'infini fois 0, c'est assez compliqué à déterminer. Lequel tend plus vite vers 0, lequel tend plus vite vers plus l'infini, etc. etc. C'est pour ça que ce sera donc une forme indéterminée. Et donc, pour s'en sortir, on peut tout simplement multiplier par la quantité conjuguée de ce qui nous pose problème. On va multiplier par la quantité conjuguée de racine de 1 plus 1 sur n moins 1. Donc la quantité conjuguée, en fait, c'est juste que le moins ici entre nos deux valeurs, enfin entre nos deux morceaux de, de ce qui nous pose problème, on va mettre un petit plus tout simplement. Donc ça va faire 1 fois 1 plus fois racine de 1 plus 1 sur n plus 1 divisé par 1 plus 1 sur n, donc la racine de 1 plus 1 sur n plus 1. Bien sûr, ça ne change absolument rien. Pourquoi? Parce que ce ratio-là, en fait, ça c'est égal à 1. C'est un ratio qui vaut 1, tout simplement. On multiplie par quelque chose qui est égal au numérateur et au dénominateur. Donc naturellement, ça fait 1. C'est comme si on multipliait par 10 sur 10. 10 sur 10, ça fait 1. Et en fait, quand on simplifie, regardez ce que l'on a. En fait, nous avons finalement, alors, n facteur 2. Bon, on va mettre le n. Bon, donc on peut directement mettre le n également ici. Donc c'est n facteur de quoi? Facteur de 1 plus la racine de 1 plus 1 sur n moins 1 fois la racine de 1 plus 1 sur n plus 1. Le tout divisé par racine de 1 plus 1 sur n plus 1. Et là, c'est super cool. Pourquoi ça? Parce que là, on a fait la forme suivante, une identité remarquable, très très cool, qui nous dit que quand nous avons... qui nous dit plutôt que, vous pouvez le prendre dans les deux sens, a au carré moins b au carré, c'est égal à quoi? A au carré moins b au carré, en fait, c'est tout simplement égal à a moins b, facteur de a plus b. Et ici, c'est exactement la forme que nous avons. En réalité, ça, c'est quoi? C'est tout simplement, c'est n fois, alors, racine de 1 plus 1 sur n, le tout au carré. Donc, c'est racine de 1 plus 1 sur n, le tout au carré, moins 1 au carré, divisé par racine de 1 plus 1 sur n, plus 1.
Le dénominateur ne va tout simplement pas changer. Et là, en simplifiant, qu'est-ce que nous avons? Nous avons tout simplement, alors, le carré d'une racine, c'est tout simplement le radicande. Donc ça va faire n fois 1 plus 1 sur n, moins 1 au carré, et 1 au carré, ça vaut tout simplement 1. Donc moins 1. Divisé par racine de 1 plus 1 sur n, plus 1. Et ensuite en développant, enfin en simplifiant plutôt, on voit que les 1 vont s'annuler. Ça fait donc n fois 1 sur n divisé par racine de 1 plus 1 sur n plus 1. Ok. Et donc n fois 1 sur n, ça vaut quoi? N fois 1 sur n, ça vaut tout simplement 1. Donc, si là je vous l'écris comme ça, c'est si vous voulez pour que vous visualisez mieux. Donc ça va faire en fait 1 sur 1 plus racine de 1 plus 1 sur n plus 1. Et ça maintenant on peut calculer sa limite. Donc en fait, la limite quand n tend vers plus l'infini de n facteur de racine de 1 plus 1 sur n moins 1, c'est tout simplement égal à la limite quand n tend vers plus l'infini. Nous avions dit donc de... Alors, 1 divisé par racine de 1 plus n plus 1. Ok. Et du coup, maintenant, ça, on sait très bien ce que ça vaut. Parce qu'en fait, la limite de 1 sur n, ça vaut 0. Donc en fait, ça vaut quoi? C'est donc 1 sur racine de 1 plus 0 plus 1. Et donc ça fait 1 sur racine de 1 plus 1, donc ça fait 1 sur 2. Tout simplement. Donc, voici comment nous pouvons faire pour calculer ce genre de limite. Alors ça, c'était la première méthode. Maintenant, voyons tout simplement la deuxième méthode. La deuxième méthode consiste à utiliser un développement limité. Alors, on va faire donc la deuxième méthode pour... Alors, ça va être un développement limité que l'on va noter DL, tout simplement. Pour ceux qui l'auraient oublié, la formule du développement limité, si nous faisons un développement limité à l'ordre n en A, par exemple, donc en fait ceci va s'écrire comme ça. Donc, f de x, c'est tout simplement... on va mettre ici un plus grand égal pour mettre juste en dessous quand x tend vers A. En fait, c'est la somme pour les cas allant de 0 à n, puisqu'on va jusqu'à l'ordre n, des dérivés km appliqués en A, fois quoi? Fois divisé par factoriel k, fois x moins a, le tout à la puissance k. Et à la fin, bien entendu, plus il y aura un petit taux, le petit taux de x moins a à la puissance n. Très bien. Ici, nous, on veut faire un développement limité de quoi en quoi? En fait, on veut faire un développement limité de 1 plus, donc la racine de 1 plus 1 sur n. On va essayer de faire un développement limité. Et en fait, pour ce faire, est-ce que vous êtes d'accord pour dire que ça revient à la même chose de dire que le développement limité en plus l'infini de... quand n va tendre vers plus l'infini de 1 plus 1 sur n, c'est la même chose que dire que c'est le développement limité quand on fait tendre x vers 0 de racine de 1 plus x. En fait, c'est la même chose. On peut mettre un n si vous voulez plutôt qu'un x, mais en fait ce sera la même chose parce qu'en fait 1 sur n en plus l'infini, ça en plus l'infini, ça tend vers 0. Donc c'est la même chose que si on fait le développement limité en 0 de racine de 1 plus n. Et ça normalement c'est un développement limité que vous connaissez plus ou moins. Si vous ne vous en souvenez pas, on va tout simplement se le refaire. Alors, c'est quoi la dérivée? Donc si on pose que f de n, c'est racine de 1 plus n. C'est quoi la dérivée de n de f, pardon, la dérivée de f de n? C'est donc, alors
c'est de la forme racine de u. La forme racine de u, c'est u' sur 2 racines de u. Avec u qui vaut 1 plus n. Mais 1 plus n, ici, la dérivée, ça fera 1. Donc il n'y a pas de problème avec, ceci. Donc en fait, ce sera tout simplement 1 sur 2 racines de 1 plus n. Et ensuite, quelle est la dérivée seconde cette fois-ci? Donc la dérivée seconde, en fait, c'est tout simplement, donc là on a la forme 1 sur u. C'est quoi la dérivée de 1 sur u? La dérivée de la forme 1 sur u avec une fonction, c'est moins u' sur, sur u carré, pardon. Et ici, le u, c'est 2 racines de 1 plus n. On connaît la dérivée de racine de 1 plus n. Donc en fait, tout simplement, ça c'est quoi? Ce sera donc, il y a un moins devant, c'est moins 2 fois 1 sur 2 racines de 1 plus n divisé par 2 fois racine de 1 plus n au carré. En simplifiant, ceci, ça va donner quoi? Alors 2 fois 1 sur 2 racines de 1 plus n, bah ça donne 1 sur racine de 1 plus n. Donc ça fait 1. Alors il y a un moins bien sûr devant, ne pas l'oublier. C'est 1 sur racine de 1 plus n divisé par... Alors, quand vous avez ceci, quand vous avez a fois b, le tout au carré, ça fait tout simplement a au carré fois b au carré. Voilà, ça fait a au carré fois b au carré. Donc ici, ça va faire 2 au carré fois racine de 1 plus n au carré. Donc 2 au carré, ça fait 4. Et racine de 1 plus n, pardon, le tout au carré, ça fait 1 plus n. Donc voici ce que nous avons. Et quand on passe au même, enfin, on peut simplifier, le 1 sur racine de 1 plus n, voilà, donc on va simplement le mettre en dessous, pour ceux qui ne se souviennent plus de cette règle de calcul-là. Quand vous avez a sur b divisé par c sur d, en fait, ça vaut quoi ça? Ça, c'est tout simplement a sur b fois d sur c. C'est aussi simple que ça. Donc là, c'est comme si vous pouvez mettre encore ici divisé par 1. Donc ça va faire quoi? Ça va faire 1 sur, donc plutôt moins, moins 1 sur racine de 1 plus n fois, donc ici attention c'est quoi? C'est d sur c, donc c'est fois 1 sur 4 facteurs de 1 plus n. Et ça donne quoi ceci? Ça donne tout simplement, alors on va mettre en bas, on va mettre, commencer par le dénominateur, donc c'est en fait c'est moins 1 sur 4 facteurs de 1 plus n fois racine de 1 plus n. Vous pouvez le simplifier en réalité, ça fait 1 plus n puissance 3 demi, mais ça fait, voilà, si vous voulez le simplifier, vous n'êtes pas obligé, vous pouvez le laisser comme ça. Super. Et bien voilà ce que nous avons réussi à faire. Et bien maintenant, on va pouvoir calculer, tout simplement notre, notre développement limité. Très bien. Alors, quand on a, quand nous avons, pardon, il faut calculer f de 0 parce qu'on va faire le développement limité en 0. Ça fait quoi? Ça fait 1 plus 0, donc racine de 1 plus 0. Ce qui fait racine de 1, donc ce qui fait 1. F' de 0, ça vaut quoi? C'est 1 sur 2 racine de 1 plus 0, donc ça fait 1 sur 2, sur 2 fois racine de 1. Donc ça fait 1 sur 2, donc ça fait 1 demi. Et f seconde de 0, ça vaut quoi? Ça fait, alors attention, ça fait moins 1 sur 4 facteurs de 1 plus 0, donc ça fait 4 fois 1, fois racine de 1, donc ça fait 4 fois 1 fois 1, donc ça fait moins un quart. Donc ça fait bien moins 1 sur 4. Très bien. Et bien, que nous dit la formule? La formule nous dit tout simplement que le développement limité, donc quand... Alors, on va mettre ici, on va mettre le DL, on va faire un développement limité à l'ordre 2, il n'y aura pas besoin d'aller plus loin. De f de n, et qu'on va mettre quand n tend vers 0, c'est quoi? Et bien en réalité, c'est tout simplement, d'après la formule, c'est donc la dérivée, bon 0 par définition c'est f, donc ça va faire f de 0, c'est f de 0 plus quoi? Plus la dérivée de f appliquée
en 0, donc ça fait plus f' de 0 sur factoriel 1, mais donc ça fait fois, donc ça fait 1, ça, il n'y a pas de problème. Fois, donc n moins 0 puissance 1, donc ça fait fois n, plus, qu'avons-nous? Donc la dérivée seconde, f seconde de 0 divisé par factoriel 2, ce qui fait 2, fois n moins 0 au carré, donc n au carré. Alors si vous voulez que je réutilise la formule exacte, la même formule, je peux vous le réécrire, ce sera peut-être pour pas que vous soyez perdu, si on réutilise la même notation. En fait, ça fait f0 appliqué en 0, divisé par factoriel 0, facteur de n moins 0 puissance 0. Plus f1, là, quand on marque comme ça, f entre parenthèses 1, ça veut dire que c'est la première dérivée. Appliqué en 0 sur factoriel 1 fois n moins 0 à la puissance 1. Attention ici, puisqu'on fait le développement limité en 0, en fait là c'était le développement limité en a. Mais puisqu'on n'a pas a, on a 0, on complète tout simplement a par 0. Plus la dérivée seconde appliquée en 0, divisé par factoriel 2, fois n-0 au carré. Et il y a un petit o, plus petit o de n-0 à la puissance 2. Ok. Et donc ça va donner quoi, en fait? Ça va tout simplement nous donner... Donc f0, en fait, ça, c'est comme si on écrivait que c'était f de 0. Puissance n, là c'est f de 1. C'est pas la puissance n, c'est appliqué en n. Et f de 2 appliqué en n. Voilà, ça reviendra à la même chose. Et donc là, c'est ce que nous avons calculé. Donc c'était appliqué en 0. Alors factoriel 0, déjà ça vaut 1, par convention. Et là, on avait dit que ça valait 1. Donc f de 0 vaut 1. Donc ça fait 1 sur 1 fois n-0 à la puissance n. Donc ça fait n puissance n, mais n puissance 0, pardon. Donc, n-0 à la puissance 0. Du coup, n-0 à la puissance 0, ça fait n puissance 0, et quelque chose à la puissance 0, ça vaut tout simplement 1. Donc ici, ça va tout simplement faire 1. Plus la dérivée de f appliquée en 0, ce qui fait 1 demi, divisé par factoriel 1, mais factoriel 1, ça vaut 1. Donc ça fait plus 1 demi, fois n à la puissance 1. Donc n à la puissance 1, ça fait n. Et ensuite, on a quoi? On a plus la dérivée seconde appliquée en 0, donc c'est moins 1 quart, attention. Donc ce qui fait moins 1 quart divisé par factoriel 2. Factoriel 2, ça vaut 2. Donc ça fait 1 quart sur 2. Donc ça fait 1 sur 8. Donc ça va faire moins 1 sur 8 fois n au carré. Donc fois n au carré plus petit o2. Donc n-0, donc ça fait n, donc à la puissance 2. Voilà. Et là, vous allez dire, oui, mais en réalité, nous, c'est pas ce qu'on voulait. On voulait plutôt un développement limité en plus l'infini de racine de 1 plus 1 sur n. Mais comme je vous l'ai dit, en fait, ça reviendra globalement à la même chose. Pourquoi ça? Parce qu'en plus l'infini, 1 sur n, 1 plus l'infini, ça va tendre vers 0. Donc c'est comme si on disait qu'on fait quand n tend vers 0, tout simplement. Donc en fait, ça reviendra à la même chose, il faudra juste faire un petit changement de variable, une petite substitution. Donc, le développement limité de 1 plus 1 sur n, donc de racine de 1 plus 1 sur n, en plus l'infini. Donc, quand on marque comme ça, en plus l'infini, bon, je vais vous le remettre plutôt avec l'ordre 2 de 1 plus 1 sur n. En plus l'infini, c'est pas correct vraiment de marquer comme ça en plus l'infini, mais en gros, ça va tout simplement être 1 plus 1 demi, mais attention, c'est plus n, c'est 1 sur n, en fait. C'est 1 sur n, donc ça fait fois 1 sur n. Donc ça fait 1 sur 2n en réalité. C'est 1 sur 2n.
moins 1 huitième fois 1 sur n au carré. Mais 1 sur n au carré, ça fait 1 sur n carré. Et donc là, en fait, ça fait moins 1 sur 8 n carré. Plus petit o de quoi? De 1 sur n au carré, donc plus petit o de 1 sur n au carré. Et là, ça va nous simplifier pas mal de choses. Car en réalité, maintenant, on peut réécrire ce que nous avions. Donc en fait, n fois racine de 1 plus n moins 1. Un équivalent en plus l'infini, ce sera tout simplement n facteur 2, et on remplace par le développement limité. Donc 1 plus 1 sur 2n, moins 1 sur 8n carré, plus petit o de 1 sur n carré. Donc on a tout ça, et là, à la fin, on avait un moins 1. Et ça fait quoi? Ça fait tout simplement n fois... Alors, 1 plus 1 plus 1 demi, 1, regardez, les 1 vont s'annuler. Ici, le 1 va s'annuler avec celui-ci. Donc ça fait tout simplement 1 sur 2n moins 1 sur 8n carré. Plus petit o de 1 sur n carré. Quand on développe, en fait, ça fait donc 1 sur... Donc ça fait n divisé par 2n, donc ce qui fait 1 sur 2. Moins n divisé par 8n carré, ce qui fait 1 sur 8n. Plus petit o de 1 sur n carré. Et quand on passe à la limite, en fait, c'est quoi la limite de ceci? La limite, quand n tend vers plus l'infini, de 1 demi moins 1 sur 8n plus petit o de 1 sur n carré, c'est tout simplement, en fait, ça va faire 1 demi parce que 1 sur 8n va tendre vers 0, et petit o de 1 sur n carré, en plus l'infini, ça fait qu'un petit o de 0, donc ça dégage, donc c'est largement négligeable. Donc ça fait 1 demi. Donc voilà, on obtient les deux résultats. En fait, le résultat peut être très rapide si vous connaissez vos développements limités. Je vous conseille de connaître le développement limité de racine de 1 plus x à l'ordre 2. Donc c'est celui que nous avons fait ici. À l'ordre 2, c'était donc 1 plus 1 sur 2, enfin plus x sur 2, moins x au carré sur 8, plus petit o de x carré. C'est quelque chose qui est assez pratique, je pense que vous n'aurez pas besoin de le redémontrer. Ça va dépendre en fait, ça dépend, il faudra demander à votre professeur. Mais voilà, c'est important de connaître ces formules de développement limité. Il y a des développements limités usuels à connaître et qui peuvent largement vous faciliter la vie. Et donc voilà. Voici les deux méthodes qui étaient tout simplement possibles. Donc maintenant, on va passer au dernier, donc le 1.3. Donc nous avons le 1.3. Le 1.3, donc c'est pour tout n supérieur ou égal à 1, donc c'est pour tout n appartenant également à n étoiles. Qu'avons-nous? Nous avons tout simplement Wn qui vaut 1 plus, donc plus n, donc c'est la somme. Alors ça vaut la somme pour les allant de 1 à n dk divisé par n carré. Alors là c'est un résultat qu'il faut connaître, je ne sais pas si vous l'avez déjà démontré ou pas, mais il se démontre très bien par récurrence, c'est un bon exercice à faire. En fait, la somme des entiers pour les cas allant de 0 à n ou de les cas allant de 1 à n, ça change rien. Donc dk, ça vaut quoi en fait? Ça vaut tout simplement n facteur de n plus 1 divisé par 2. Donc en fait, nous ici, ça va se simplifier. Donc en fait, Wn, ça vaut quoi? Wn, c'est tout simplement n facteur de n plus 1 divisé par 2 divisé par n carré. Donc si on simplifie, ça fait tout simplement
n facteur de n plus 1 divisé par 2n carré. Et donc là, si on développe, ça fait quoi encore une fois? Ça fait n au carré plus n divisé par 2n carré. Alors si vous vous souvenez de ce que j'ai dit tout à l'heure par rapport aux puissances et par rapport au polynôme, en fait la limite quand n tend vers plus l'infini de n au carré plus n divisé par 2n carré, ce sera quoi? On prend les plus hauts degrés à chaque fois. En fait, c'est égal à la limite. C'est égal à la limite quand n tend vers plus l'infini. Donc de n au carré divisé par 2n carré. Donc là, ça se simplifie, les n au carré. En fait, c'est la limite quand n tend vers plus l'infini de quoi? Le n carré simplifie, ça fait 1 demi. Mais la limite d'une constante, bah, c'est la constante elle-même, quoi, donc ça va faire 1 demi. Et pour ceux qui ne seraient pas convaincus, on peut encore une fois le démontrer en factorisant. Pas besoin d'utiliser la règle de l'hôpital encore une fois. Tout simplement, ce que vous pouvez écrire ici, c'est quoi? C'est qu'en fait, ça c'est égal à quoi? C'est égal à, si on factorise par n carré, ça fait n carré facteur de 1 plus 1 sur n. Parce que quand on fait n carré fois 1 sur n, ça fait n carré sur n, ce qui fait bien n. Et ici, on obtient n carré fois 2. Et donc quand on simplifie par les n carré, ça fait donc 1 plus 1 sur n divisé par 2. Par passage à la limite, en plus l'infini, 1 sur n tend vers 0, ce qui fait bien 1 sur 2. Donc voilà pour cet exercice. J'espère que ça a été clair. J'ai été un petit peu long parce que j'ai voulu vraiment redétailler certaines astuces, notamment parce que je me suis attardé un petit peu ici pour la comparaison avec les plus hauts degrés. Également, lorsque nous avons fait le développement limité, attention, il n'y a pas une méthode plus juste qu'une autre. Tant que vous avez le résultat, vraiment ensuite vous faites comme vous voulez, faites ce avec quoi vous vous sentez tout simplement le plus à l'aise. Si vous êtes à l'aise avec les développements limités, il n'y a pas de souci, mais comme je vous l'ai dit, il me semble que les développements limités, vous n'êtes pas obligé de les redémontrer à chaque fois. Vous pouvez les connaître jusqu'à un certain ordre, ordre 2, ordre 3, c'est toujours cool de les connaître et de les réutiliser. Et donc à la fin, vous pouvez aller vraiment plus vite. Et encore une fois, donc cet exercice-là, si on a les astuces assez rapidement, en réalité en 5 minutes, il est terminé. Parce que 2n au carré plus 1 sur 3n au carré plus 5, comme je l'ai dit, on voit tout de suite que ça va être de la forme 2n carré sur 3n carré, donc ça fait 2 tiers, voilà, donc ça c'est terminé. Pareil pour le dernier, donc là en 30 secondes c'est fait. Pareil pour le dernier, n facteur de n plus 1 divisé par 2 divisé par n carré. Ça fait du n carré plus n divisé par 2n carré, donc on voit bien que c'est du n carré sur 2n carré. Les n carré s'annulent, ça fait bien 1 demi. Et ensuite l'autre, un petit peu plus long, soit par le conjugué, donc vous en avez pour 2-3 minutes, soit vous faites par le développement limité, si vous le connaissez par cœur, vous en avez pour 1 minute. Donc voilà. C'est juste vraiment des petites astuces comme ça. Très bien, et bien maintenant, passons à l'exercice numéro 2. Alors. Exercice numéro 2. On considère une fonction f définie sur son ensemble de définitions de la manière suivante. F de x est égal à racine de 1 plus x au carré moins racine de 1 moins x carré divisé par x, si x est différent de 0, et ça vaut 1 si x est égal à 0. Très bien. Donc on va se le réécrire un petit peu. Donc alors, f de x, c'est racine carrée de 1 plus x carré moins 1 moins x carré divisé par x. Alors ça c'est si x est différent de 0. Et ça vaut 0 sinon. Donc si x est égal à 0, pardon. Alors, quel est l'ensemble de définitions de f? Alors là, c'est souvent une petite erreur qui arrive, et que moi-même au départ je faisais. Je me disais en fait, l'ensemble des définitions de la fonction f, ça peut pas inclure le 0, puisqu'on nous dit si x est différent de 0. Donc moi je pensais que c'était pas possible, mais attention, non. C'est bien possible. En fait, l'ensemble des définitions, il va bien inclure le 0, parce qu'en fait on a une autre valeur quand x est égal à 0. On s'en fiche de la continuité. Là, on ne dit pas l'ensemble des définitions n'a rien à voir avec la continuité.
Ça peut être continu par morceau et donc défini sur un ensemble où est-ce que voilà, c'est continu par morceau, il n'y a pas de souci dessus. Et en fait, là, l'ensemble de définition va tout simplement dépendre pardon, des radicandes. Alors les radicandes sont ce qu'il y a à l'intérieur des racines. Donc, on a racine de 1 plus x au carré, moins racine de 1 moins x carré. Alors déjà, on sait que pour tous les réels, hein, pour tout x appartenant à R, x au carré est supérieur ou égal à 0. Donc, 1 plus x carré, c'est supérieur ou égal à 1, donc c'est supérieur ou égal à 0, donc c'est strictement positif, en réalité c'est strictement positif, mais donc c'est supérieur ou égal à 0. Donc racine carrée de 1 plus x carré, c'est défini pour tous les réels R, pour tous les réels appartenant à R. Maintenant, ce qui va poser problème, c'est 1 moins x carré. Alors, en fait, si x au carré c'est supérieur ou égal à 0, ça veut dire que moins x carré, c'est inférieur ou égal à 0. Et du coup, on va plutôt passer à... On peut le faire de l'autre côté, on va le faire de l'autre sens. Enfin, on peut le faire comme ça aussi, il n'y a pas de souci, mais on va plutôt y aller comme ça. On veut avoir 1 moins x carré qui soit supérieur ou égal à 0. Ce qui veut dire qu'en fait, on veut donc que 1 soit supérieur ou égal à x au carré. Et là, attention, qu'est-ce que vous allez faire? Ça veut dire quoi 1 supérieur ou égal à x au carré? Vous allez vous dire, oui, bon, on passe à la racine. Ok, on va passer à la racine. Et là, vous allez vous dire, si on passe à la racine, on a quoi? On a donc racine de 1 qui est supérieure ou égale à racine de x au carré. Et là, c'est une petite erreur, attention. Si vous mettez à la fin, si vous dites que ça fait que 1 est supérieur ou égal à x, là, vous avez tout faux. Parce que là, vous allez vous dire, c'est-à-dire c'est pour les x compris de moins l'infini jusqu'à 1. Non, c'est faux. Attention. Pourquoi c'est faux? Parce que c'est une erreur qui arrive très 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 souvent. Ça, c'est faux. On va mettre même 3 points d'exclamation pour bien s'en souvenir. Alors en fait, racine carrée de x au carré, c'est tout simplement valeur absolue de x. Ça ne vaut pas x. Attention, attention, attention. Mais par contre, nous avons bien racine de x au carré qui vaut x. On va prendre un exemple pour que vous en soyez convaincus. Si je vous dis, c'est quoi la racine carrée de moins 1 au carré? Alors, moins 1 au carré, ça fait quoi? Moins 1 au carré, ça fait 1. Moins 1 fois moins 1, ça fait 1. En fait, ça fait racine carrée de 1. Mais du coup, racine carrée de 1, ça vaut quoi? Ça vaut 1. Si on dit que, ce qui est bien différent de moins 1. Parce que si on dit que racine carrée de x au carré, ça vaut x, ça veut dire que là, en fait, on aurait racine carrée de moins 1 au carré qui vaut moins 1. Et ça, c'est totalement faux. Donc, il faut bien retenir que la racine carrée d'un nombre élevé au carré, c'est la valeur absolue de ce nombre. Au final, nous avons bien... Alors, au final, on va le mettre là. Quand vous avez 1 qui est supérieur ou égal à valeur absolue de x, ça veut dire que x il est compris entre moins 1 et 1. Et de façon générale, hein, quand vous avez valeur absolue de x qui est inférieure ou égale à a, ça veut dire que x il est compris entre moins a et a. Voilà, ça c'est quelque chose à connaître. Donc en fait, l'ensemble de définition, c'est alors x est égal à 0, c'est compris. Alors attendez, non, c'est pas 1 ici, c'est pas 0, pardon, c'est 1. Donc x est égal à 0, il n'y a pas de souci, parce que quand la fonction vaut 0, il ne faut pas se dire ah mais là on divise par 0, non. Quand x vaut 0, la fonction f ne vaut pas racine carrée de 1 plus x carré moins racine de 1 moins x carré divisé par x, ça vaut 1. Et par contre, il faut bien vérifier les valeurs telles que les racines sont bien définies. Et donc il y a une racine, est-ce qu'il n'y a pas de problème, ça pose aucun souci, ça aurait été r. Et l'autre, ça peut poser un souci, et c'est tout simplement pour les x compris entre moins 1 et 1.
Donc en fait, l'ensemble de définitions, c'est quoi? Alors, donc l'ensemble de définitions que l'on va noter df, c'est tout simplement de -1 à 1. C'est là que c'est bien défini. Très bien. Et maintenant, on va calculer la limite de f en 0. Alors, la limite de f en 0 ici, on peut se refaire encore une fois un petit... en étant, on pourrait encore faire un développement limité, mais bon, on peut également faire un petit, une petite méthode par le conjugué, et il n'y a pas de souci. Donc on va essayer de le faire directement. Alors, racine carrée de 1 plus x carré moins racine carrée de 1 moins x carré divisé par x, ça vaut quoi? En fait, c'est comme si on multipliait par le conjugué. On peut multiplier par le conjugué directement, parce qu'on multiplie par 1, donc ça ne pose pas de problème. C'est quoi le conjugué de ceci? Le conjugué, c'est 1, c'est racine carrée de 1 plus x carré, plus, cette fois-ci, racine carrée de 1 moins x carré. Divisé par la même chose. Et ça, c'est égal à quoi? En fait, ça vaut donc racine carrée de 1 plus x carré moins 1 moins x carré facteur de racine carrée de 1 plus x carré plus racine carrée de 1 moins x carré. Divisé par x facteur de 1 plus x carré de racine de 1 plus x carré, pardon, plus la racine de 1 moins x carré. Ok. Bon, là, si on simplifie, ça va donner quoi? Si on simplifie, on aura tout simplement racine carrée de 1 plus x carré, le tout au carré, moins racine carrée de 1 moins x carré, le tout au carré. Et ça donne quoi ça? Ça fait donc... Alors, je vais bien le redétailler quand même. Ah non, c'est bien un moins. Voilà. Divisé par x facteur de racine de 1 plus x carré, plus racine de 1 moins x carré. Et donc là, quand on simplifie, ça va donner quoi? Ça va tout simplement donner... du coup, ça fait 1 plus x carré, moins 1 moins x carré. Et du coup, ça fait quoi? Ça fait donc moins 1 plus x carré divisé par x facteur de racine de 1 plus x carré plus racine de 1 moins x carré. Et ici, quand on simplifie, ça va nous donner quoi? En simplifiant, en fait, ça fait donc 1 moins 1, donc ce qui fait en fait 2x carré. On a en fait... Alors, je vais copier directement, ce sera plus simple. On a en fait 2x carré divisé par x facteur de racine de 1 plus x carré plus racine de 1 moins x carré. Et en fait, là, il y a du x carré et du x au numérateur, et, enfin, au numérateur et au dénominateur. Donc en fait, ça va se simplifier. Ça va se simplifier comme suit. Donc en fait, ça fait 2x divisé par racine carrée de... Voilà, les racines, en fait, le x va s'annuler au dénominateur. Parce qu'on aura du x carré. Pour ceux qui ne sont pas convaincus, en fait, 2x au carré sur x, c'est quoi? C'est 2 fois x divisé par x. Donc en fait, il y a un x qui peut dégager.
ce qui fait bien du 2x. Du 2x. Et ça, par contre, c'est une limite qu'on sait bien calculer. Il n'y a pas de problème dessus, il n'y a pas de forme indéterminée. Parce que oui, tout à l'heure, encore une fois, là, je ne l'ai pas rejustifié, mais il y avait bien une forme indéterminée. La limite en 0, ça aurait fait quoi? Ça aurait fait racine de 1 plus x carré, donc moins racine de 1 moins x carré divisé par x, quand x tend vers 0, ça fait tout simplement donc racine de 1 moins racine de 1, ce qui fait donc 0, divisé par 0, et 0 divisé par 0, c'est une forme indéterminée. Et donc au final, nous avons quoi? Nous avons donc que la limite quand x tend vers 0, donc de f de x, c'est égal à la limite quand x tend vers 0 de quoi? De... Alors on va directement le mettre ici, on va encore le copier, je suis un tricheur un peu, je gagne du temps. Et ça vaut quoi? Donc la limite quand x tend vers 0 de 2x divisé par racine de 1 plus x carré plus racine de 1 moins x carré. Bon, en fait, quand x va tendre vers 0, ça fait quoi? En fait, ça fait 2 fois 0 divisé par racine de 1 plus 0 au carré, donc ça fait 0, plus racine de 1 plus 0 encore. Moins 0, pardon. Or, ceci, ça fait quoi? Ça fait 0 divisé par racine de 1 plus racine de 1, donc ça fait 0 sur 2. Et ça, c'est pas du tout indéterminé, ça fait tout simplement 0. Donc la limite ici fait bien 0. Et donc, on nous demande maintenant si f est continu en 0. Et bien en réalité, f n'est pas continu en 0. Pourquoi elle n'est pas continue en 0? Tout simplement parce que la limite quand x tend vers 0 de la fonction f est différente de f de 0, parce qu'on sait que f de 0 ça vaut 1. Donc ça n'est pas continu en 0, car la limite quand x tend vers 0 de f de x, c'est différent de f de 0. Entre parenthèses, 0 différent de 1. Donc elle n'est pas continue en 0. Ceux qui se demandent c'est quoi la tête de cette fonction, c'est à peu près, si par exemple on prenait, vous le faire avec GeoGebra hein, si vous souhaitez, c'est à peu près quelque chose comme ça, si je dis pas de bêtises. Je ne sais plus exactement, mais ça doit faire quelque chose comme ça à peu près. Bon, je me souviens plus exactement, mais bon, c'est un peu quelque chose dans le style. Alors, en gros, en 0, ça passe par 0, quoi. Et il nous dit qu'on aura f de 1 qui vaudra 1, f de 0 qui vaut 1, donc c'est simplement discontinu. Ok, ok. Bon bah voilà, ça nous avons plus ou moins réussi. Très bien. Maintenant on va passer à l'exercice numéro 3. L'exercice numéro 3, c'est étudier les extrémas de chacune des fonctions définies de la manière suivante. Ok. Donc pour tout x appartenant à R, nous avons f de x qui est égal à moins 4x cube plus 6x plus 8. Tout à l'heure quand j'ai calculé les fonctions dérivées, c'est vrai que j'ai oublié de justifier que c'était dérivable. Mais quand j'ai fait la dérivée pour le développement limité, bon, c'était bien dérivable. Ici, il faut quand même le préciser, f est dérivable car f est polynomial. Au-delà même d'être dérivable, c'est infini. Donc bon, ça c'est pratique. Car, car elle est polynomiale.
elle est ce qu'on appelle C infini. C'est-à-dire qu'elle est dérivable une infinité de fois et ses dérivées sont toutes continues. Au bout d'un moment, elle sera nulle, il n'y a pas de problème, mais ça reste bien C infini, il n'y a pas de souci. Alors, quelle est la dérivée de la fonction f? Donc f' de x, on va le calculer ici. C'est quoi f' de x? F' de x, en fait, c'est la... Bon, alors, on a une somme, donc en fait, c'est la somme des dérivées. Donc c'est quoi la dérivée de moins 4x cube? La dérivée de moins 4x cube, en fait, c'est moins 4 fois 3 fois x carré, plus 6 fois 1, plus 0. Ce qui donne quoi? Ce qui donne en fait moins 12x carré, plus 6. Et on cherche en fait pour quelle valeur de x la dérivée s'annule. Donc, on cherche pour quelle valeur de x la dérivée s'annule. Donc en gros, on va plutôt chercher maintenant moins 12x au carré plus 6 qui est égal à 0. Bon là c'est assez simple, on peut factoriser par 6. Donc on peut factoriser. Donc on peut factoriser par 6 qui fait 6 facteur de quoi? Facteur de moins 2x carré plus 1 qui est égal à 0. Donc en réalité c'est équivalent à dire que moins 2x au carré plus 1 c'est égal à 0. Parce que si c'est non nul bien entendu, et par produit nul, il y a forcément un des deux facteurs qui est nul. Donc si on passe de l'autre côté, on a donc 2x au carré qui est égal à 1. Et ça, c'est quelque chose que normalement on sait résoudre. Si on divise par 2, ça veut dire que x au carré, c'est égal à 1 demi. Par passage à la racine, en fait, vous aurez racine de x au carré qui est égal à racine de 1 demi. Mais ça donne quoi ça? Racine de x au carré, on a dit que ça valait quoi? On a dit que ça valait valeur absolue de x. Et racine de 1 sur 2, en fait, c'est 1 sur racine de 2. Ce sera donc 1 sur racine de 2. Ok. Et du coup, quand vous avez une valeur absolue, pour l'enlever, vous mettez juste plus ou moins. C'est-à-dire que x, c'est égal à quoi? C'est égal à plus ou moins 1 sur racine de 2. Ok. Donc déjà, nous avons nos candidats. Les candidats sont plus ou moins 1 sur racine de 2. Maintenant, nous allons calculer la dérivée seconde. Donc en fait, la dérivée seconde, c'est quoi? Alors, la dérivée seconde de f, c'est simplement la dérivée de la dérivée. Donc c'est la dérivée de moins 12x au carré plus 6. Ce qui nous donne quoi? Ce qui donnera donc moins 12 fois 2x plus 0, car c c'est une constante. Donc la dérivée d'x au carré c'est 2x. Ce qui fait donc moins 24x. Très bien, et bien maintenant, déjà on voit qu'elle est de signe non constant, mais encore ça on s'en fiche parce qu'on ne demande pas les. On ne va pas nous demander les variations, donc les variations, enfin la convexité, etc. Bref. Donc on va évaluer la dérivée seconde en nos candidats. Donc on va tester en 1 sur racine de 2. Bon, on voit bien que ça va être négatif, parce que 1 sur racine de 2 est positif. Donc ça fait moins 24 sur racine de 2. Or ça, c'est simplement négatif. Donc, en fait, c'est un maximum local strict en A. Enfin, maximum local strict plutôt en 1 sur racine de 2. Et ici, la dérivée, enfin, la seconde appliquée en moins 1 sur racine de 2, ça fait quoi? Ça fait donc moins 24, ça fait moins 24 sur racine de 2, ce qui donne 24 sur racine de 2. Et ça, c'est positif.
en effet, c'est positif. Donc en fait, ça va faire un minimum local strict. En moins 1 sur a racine de 2. Très bien. Et donc là, c'est en effet parce qu'elle aura un signe non constant. Alors après, est-ce que le minimum est global, etc. Des fois, il faut faire attention, des fois, il faut penser à calculer la limite. S'il n'y a pas besoin de calculer la limite, on voit que c'est polynomial. Euh, Ça pose pas de problème. Pourquoi? Parce qu'en plus, on a du x cube, donc c'est impair. Du coup, en fait, en moins l'infini, ça va tendre vers plus l'infini, et en plus l'infini, ça va tendre vers moins l'infini. Donc c'est vraiment local seulement. Très bien, très bien. Et maintenant, on peut calculer donc là les extrémas de la deuxième fonction. Donc la deuxième fonction, la 3.2, c'est quoi? Ah, petite erreur. Ah ouais. La 3.2, en fait, c'est que pour tout x appartenant à R, moi j'ai mal fait mon R. Voilà. G de x, c'est égal à x fois exponentielle de 2x. Donc la fonction g, elle est dérivable par produit de fonctions dérivables. Elle est même si infinie aussi. Je remarque qu'elle est si infinie. Comme ça, on n'aura pas besoin de la rejustifier pour g', quoi. Mais pensez toujours à justifier que vos fonctions sont dérivables, hein, c'est important. Donc ici, ça a quelle forme? Ça a la forme u fois v. Donc je vais vous réécrire. La dérivée du produit de deux fonctions, donc de la forme u fois v, c'est u'v plus u fois v'. Et là, on a également une fonction de la forme exponentielle de u. C'est quoi la dérivée de la forme exponentielle de u? Donc exponentielle de u, en gros, avec une fonction. Parce que là, on a 2x, on n'a pas juste x. En fait, c'est u' fois exponentielle de u. Ok. Donc, en réalité, la dérivée de g de x, c'est quoi? C'est donc la dérivée de x fois v, donc la dérivée de x c'est simplement 1, donc ça fait 1 fois v, donc ça fait exponentielle de 2x, plus u, donc plus x, fois la dérivée de v. Mais la dérivée de v c'est quoi? C'est exponentielle de 2x. Donc en fait c'est la dérivée de exponentielle de 2x, c'est la dérivée de 2x fois exponentielle de 2x. La dérivée de 2x c'est 2, ce qui fait donc plus x fois 2 exponentielle de 2x. Ce qui fait au final exponentielle de 2x plus 2x exponentielle de 2x. Mais ça donne quoi ça? Ça va tout simplement donner, en fait, si on factorise, ça fait exponentielle de 2x facteur de 1 plus 2x. Donc si on cherche, on cherche g' de x qui est égal à 0. Ce qui voudrait donc dire en fait que exponentielle de 2x facteur de 1 plus 2x est égal à 0. Or, exponentielle de 2x, l'exponentielle ne s'annule jamais. Donc ça voudrait dire tout simplement que 1 plus 2x, ça vaut 0. Car exponentielle de 2x ne va jamais s'annuler, attention. Et donc là, quand on isole, ça fait quoi? Ça fait en fait que 2x est égal à moins 1. Et donc que x est égal à moins 1 demi. Très bien. Et du coup, maintenant, on a notre candidat. On va pouvoir maintenant calculer la dérivée seconde. C'est quoi la dérivée seconde? La dérivée seconde, c'est la dérivée de la dérivée. Donc en gros, c'est la dérivée de exponentielle de 2x plus 2x fois exponentielle de 2x.
La dérivée d'exponentielle de 2x, on a déjà dit que c'était 2 fois exponentielle de x. Plus, et maintenant on aura la dérivée du produit, en fait, simplement. Donc le produit, c'est 2x fois exponentielle de 2x. Donc on va calculer la dérivée de 2x, c'est quoi? C'est 2, donc ce qui fait plus 2 fois exponentielle de 2x, plus 2x fois la dérivée d'exponentielle de 2x, qui fait 2 exponentielle de 2x. Et donc au final, on a quoi? On a donc 2 fois exponentielle de 2x, plus 2 exponentielle de 2x, ce qui fait 4 exponentielle de 2x, plus 4x exponentielle de 2x. Et ça, si on factorise, ça fait quoi? Ça fait 4 exponentielle de 2x, facteur de 1 plus x. Ok. Bon, en réalité, on remarque facilement que la dérivée seconde est positive, supérieure ou égale à 0, plutôt pour x qui est supérieur ou égal à moins 1. Or, on sait quoi? On sait que, nous on avait moins 1 demi. Or, bah du coup, voilà. Moins 1 demi, c'est supérieur à moins 1. Donc, la dérivée seconde de moins 1 demi, elle est positive. Donc, en fait, que c'est positif, on peut mettre un strict ici puisque c'est positif, ça admet en fait un minimum. Ce sera donc un minimum local. Mais attention, ici on ne sait pas vraiment si c'est que local ou pas. Alors attention ici, on va dire simplement, donc, G admet un minimum. On va vérifier s'il est global ou strict. En moins 1 demi. En fait, c'est quoi la limite quand x tend vers plus l'infini? La limite quand x tend vers plus l'infini de... c'était quoi? C'était donc de x exponentielle de 2x. Par croissance comparée, on sait que ça vaut plus l'infini. Ça, ce sont des croissances comparées à connaître. Et la limite quand x tend vers moins l'infini de x fois exponentielle de 2x, ça vaut 0, par croissance comparée aussi. Or, si on calcule g de moins 1 demi, ça fait quoi g de moins 1 demi? G de moins 1 demi, en fait, ça fait moins 1 demi fois exponentielle de moins 1. Donc ça fait 2 fois moins 1 demi, donc ça fait moins 1. Et ça, c'est strictement négatif. Donc en fait, j'ai admis un maximum global, un minimum global, pardon. Elle admet un minimum global en moins 1 demi. Bon, ça c'était quand même assez, assez important. Il faut le retenir et voilà, il faut penser des fois à vérifier justement quelles sont tout simplement les limites de la fonction pour pouvoir en fait bien calculer à la fin, bien conclure sur la globalité ou non de notre minimum. Voilà, ça c'est vraiment important. Très bien. Et maintenant, pour conclure, on va tout simplement donc faire les petites questions de cours qui normalement ne sont pas très très compliquées.
Alors, la première, c'est exercice 4. Énoncer le théorème de Rolle et celui des accroissements finis. Alors, c'est quoi le théorème de Rolle? Le théorème de Rolle nous dit que, alors, si on marque ici, théorème de Rolle, c'est tout simplement, si je dis pas de bêtises, si f est une fonction continue, donc si f est continue sur un segment AB, et qu'elle est dérivable sur ce même, non, sur le segment privé des bornes, pardon, dérivable sur, du coup, c'est AB, et que nous avons f de A qui est égal à f de B, alors, en fait, il existe un réel C. Il existe un réel C qui appartient justement au segment, enfin, qui appartient à AB exclu, pardon, tel que la dérivée de f appliquée en C est nulle. Tout simplement. Et c'est quoi le théorème des accroissements finis? Donc, on va mettre le TRF. Le théorème des accroissements finis veut dire en fait que si f est continue sur le segment AB et qu'elle est dérivable, pareil sur AB exclu, alors il existe un réel C appartenant à AB exclu tel que f de B moins f de A, en fait simplement c'est égal à B moins A fois f' de C. Donc sinon vous pouvez dire f' de C est égal à f de B moins f de A divisé par B moins A. Voilà. Donc on va l'écrire comme ça. Du coup, on va se mettre comme ça. Oh, pardon. Donc, f. Bon, en réalité, l'énoncé du théorème de Rolle est quand même un petit peu plus complexe. Quand j'y pense, c'est un petit peu plus complexe que si f est continu sur AB. C'est plutôt si f est une fonction à valeur déjà réelle. Commencer dans les réels là pour le moment. Et qu'elle est définie sur un intervalle compact, donc AB non réduit à un point. C'est important que ce soit non réduit à un point. C'est vrai qu'on n'a pas pensé à dire que c'était non réduit à un point. Et qu'elle est continue sur l'intervalle et dérivable justement sur l'intervalle ouvert AB, avec f de A qui vaut f de B, alors il existe un point C qui appartient à l'intervalle ouvert AB tel que f' de C est égal à 0. Il aurait peut-être fallu le préciser quand j'y pense. Mais bon, on va... Bon, ouais, je vais peut-être le repréciser quand même, c'est important. Parce que l'hypothèse que ce soit non réduit à un point, c'est important. Donc là, on va recommencer avec roll. Du coup, si on prend roll, ouais, voilà, si on va mettre plutôt comme ça. Si f est une fonction à valeur réelle, et qu'elle est définie sur un compact, sur un intervalle compact, sur un intervalle compact, et on va mettre AB, pareil, les mêmes notations, et que c'est non réduit à un point. Voilà, ça c'est une hypothèse quand même importante, qu'elle soit non réduite à un point, parce que bon courage, c'est le théorème de Rolle sur un point. Ça va être très compliqué. Si ce n'est, en fait c'est pas possible. Donc voilà. Et que bien sûr elle est continue sur cet intervalle et dérivable sur l'intervalle ouvert. Et dérivable sur notre intervalle ouvert.
sur l'intervalle ouvert AB avec f de A qui est égal à f de B. Dans ce cas, il existe alors jamais l'écrit. Il existe alors un point C qui appartient à l'intervalle ouvert AB tel que f' de C est égal à 0. Voilà, donc ça, c'est le... Non, ça c'est le... C'est la bonne définition. Et le théorème des accroissements finis, c'est l'égalité des accroissements finis plutôt ici. Donc, enfin, je pense que c'est ce que le prof voulait entendre. Mais en fait, on utilise les deux. Égalité des accroissements finis ou accroissement fini. Mais parce que des fois, on peut avoir... on a en fait le théorème généralisé des accroissements finis. Bon, bref, ça c'est autre chose. Et des fois, on a avec... sauf qu'on a des fois avec des inégalités. On a l'inégalité des accroissements finis également. Donc là, c'est aussi un petit peu plus complexe. Bref. Alors, ça me dit quoi? Ça va simplement me dire que si f est une fonction en fait qui est définie sur le segment AB, pareil, sur le segment AB, quelle est la valeur réelle? Parce qu'une fonction complexe, avec des valeurs complexes, c'est différent. Des choses peuvent changer quand même, donc voilà. Et qu'elle est continue, qu'elle va être continue sur le segment AB. Hop, ici on va mettre un point virgule. C'est vrai qu'à chaque fois je mets juste la virgule. On va mettre le point virgule, c'est peut-être plus simple. Vous n'êtes pas obligé de mettre un point virgule, hein, la virgule suffit bien entendu, mais je pense que vous avez peut-être plus l'habitude avec les points virgules, donc voilà. Et qu'elle est dérivable sur l'intervalle ouvert. Toujours. Alors on nous dit qu'il existe alors un réel C. Donc un point C qui appartient un point C dans l'intervalle ouvert AB. Tel que f de B moins f de A, c'est égal à quoi? C'est égal à f' de C facteur de B moins A. Voilà, et maintenant en fait on a quand même des interprétations graphiques qui sont, euh, qui sont normalement assez cool, en tout cas pour et donner une illustration graphique à chacun de ces deux théorèmes. En fait, bon, pour l'égalité des accroissements finis, c'est sûrement pas l'égalité des accroissements. Pour le théorème de Rolle, c'est sûrement l'application la plus simple. Si vous prenez, on va prendre un petit graphique ici, la 4.2. Si vous prenez un petit graphique, on va se mettre ici là. Ok. Ok. Voilà. Donc là, on va peut-être juste le décaler un tout petit peu.
On va prendre deux points. On va prendre le point. On va prendre le point A. Ici, on va dire que ça c'est le point A. Et là, ça va être le point B. Et ici, on va mettre le point C au milieu là. Donc ça appartient bien au segment AB. Donc enfin, il y a bien sûr AB ouvert. Et ici, on va mettre que là, on a f de A et que f de A, bien sûr, c'est égal à f de B. Que se passe-t-il si... Hop, on va passer par le point C comme ça. Donc, on va dire que c'est ainsi. Et pareil, ici, on va mettre ça comme ça. Alors là, on a bien ici f de A qui vaut f de B. Donc là, on a bien f de A est égal à f de B. Et regardez en fait le point C, si vous tracez sa tangente, la tangente qui passe par le point C, c'est quoi? Hop, elle est là. Et bien en fait, on a bien ici la tangente qui est plate, ce qui fait donc que f de C, c'est égal à 0. C'est un petit peu logique. C'est-à-dire que puisqu'on a f de A qui vaut f de B, naturellement, peu importe les variations que nous avons, on aurait pu avoir une fonction qui fait par exemple comme ça. Bah, le théorème de Rolle, ici, attention, dans le théorème de Rolle, ça veut pas dire qu'il y a l'unicité d'un point C. C'est-à-dire qu'il en existe un, au moins. Mais il peut y en avoir une infinité en réalité. Enfin, une infinité, ça va être un petit peu compliqué quand même, mais bon, c'est quand même possible, si en réalité c'est possible. Mais là, typiquement, regardez, on aurait eu quoi? On aurait eu 1, 2, 3, 4. On en aurait eu 4. L'existence de 4 points C tels que la dérivée vaut 0. Voilà, donc c'est possible. Donc il n'y a pas d'unicité, hein, attention. Et maintenant, pour le théorème des accroissements finis, euh, c'est en fait c'est un petit peu plus complexe à comprendre, mais en fait, géométriquement, le théorème des accroissements finis nous assure en fait l'existence euh, qui est l'existence d'au moins un point, bah, justement le point C, en fait tel que la tangente en ce point C, en fait elle soit parallèle à, à la droite qui passe par f de A et f de B, quoi. Donc je vais essayer de vous le montrer. Par exemple, si on reprend, on va se reprendre un petit point. Je vais me reprendre ça, copier, et là on va le mettre ici. Ok. Là on va plutôt prendre, par exemple, alors là on aura le point A et le point B, on va le mettre tout en haut. On va le mettre là. En fait, ça c'est la corde qui relie le point A et le point B. Donc f de A et f de B, pardon. Ça, je pense qu'on est tous d'accord dessus. On va faire juste gommer un tout petit peu pour que ce soit propre. Voilà. Ok. Et ensuite, si on prend par exemple, je sais pas, n'importe quelle fonction, on va dire que, hop, pardon, on va dire que la fonction passe comme ça. C'est un exemple qui est quand même assez connu, celui-ci, normalement. En fait, il va exister un point, tel que, regardez, par exemple, là, ici, la tangente qui passe en ce point, regardez, ça a l'air d'être quoi? On prend ce point-là, là. La tangente qui passe en ce point, elle a l'air à peu près d'être comme ça. Bon, si elle était bien tracée, euh, on aurait eu plus de visibilité. Bon, là, on va faire approximativement, hein. Donc là, le point C, il est bien là. Et en fait, on voit bien que la droite rouge, elle a l'air d'être quand même assez parallèle avec notre droite noire, quoi. En fait, c'est ça l'égalité en fait, des accroissements finis. C'est simplement que justement, voilà, de façon, si vous allez sur le point de vue géométrique, quoi, le point de vue graphique, ça va vous donner en fait l'existence d'un point C,
telle que justement la tangente en ce point C, elle est parallèle à la droite qui passe par f de A et f de B. Donc voici l'illustration graphique des deux théorèmes. Et du coup, il explique comment démontrer le théorème de Rolle à partir de suites d'accroissement fini et inversement. Ça, c'est pas très très compliqué. On va commencer par celui des accroissements finis qui est le plus simple. Pour les accroissements finis, en fait, pour faire la preuve, euh, si on fait la preuve du TAF, voilà, les accroissements finis, comment faire en fait? Il faut poser une fonction intermédiaire. En posant en fait la fonction, euh, posons en fait la fonction g de x qui est égal à quoi? Alors normalement ça doit être f de x moins f de a moins f de b moins f de a sur b moins a facteur de x moins a. Là si vous faites ça en fait, on peut appliquer le théorème de Rolle à la fonction g. La fonction g, on peut lui appliquer le théorème de Rolle, et parce qu'elle va vérifier toutes les hypothèses. Et quand vous allez essayer de faire la preuve, vous verrez bien que vous aurez bien g' de x qui vaut 0. Donc ce qui vaut bien en fait à f de b moins f de a qui vaut f' de c, facteur de b moins a, quoi. À la fin quand vous allez développer. Donc voilà, voilà. Ça normalement, ça c'est bon pour la preuve. Donc montrer la preuve du théorème des accroissements finis à partir du théorème de Rolle. Et ensuite, si on fait l'inverse, la preuve du théorème de Rolle à partir de celui des accroissements finis, en fait c'est assez facile. Il faut juste prendre f de a est égal à f de b. Si vous prenez f de a qui vaut f de b, c'est bon. Donc il faut prendre a et b tel que f de a est égal à f de b. Si f de a est égal à f de b, en fait, vous pouvez utiliser le théorème des accroissements finis en utilisant ça. En fait, le numérateur, il va être nul. Ce qui va faire, en fait, si vous prenez le numérateur nul, en fait, ça va faire, donc 0 est égal à f' de c, facteur de b moins a, quoi. Donc, en gros, f' de c est égal à 0. Ça reviendra à la même chose. Donc, on a bien le théorème de Rolle. Voilà, voilà. Donc, voilà pour ce sujet. J'espère que ça vous aura aidé. Il n'y a pas besoin de Des fois, je détaille beaucoup, il n'y a pas besoin de détailler autant, ça dépend pourquoi. Et voilà. Le plus important, c'est comme de justifier un minimum vos calculs et qu'on comprenne que vous avez compris. C'est vraiment ça qui est primordial. Mais si on a compris que vous avez compris, normalement, tout se passera bien. Bref. Bon courage pour vos partiels, ne vous en faites pas, ça va bien aller. Premier, c'est toujours un petit peu stressant, mais faites-vous confiance, vous êtes toutes et tous, pardon, capables, vous avez toutes et tous des capacités. Et avec du travail, de toute façon, on arrive à faire quand même pas mal de choses avec un petit peu de travail. Voilà. Si vous avez des questions sur la correction que je viens de vous proposer, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. Et puis voilà. Bon, sur ce, moi je vous laisse. Je vous souhaite à toutes et à tous de bonnes révisions. Et puis surtout, prenez soin de vous et que la paix soit sur vous.